Saga présente Plaidoyer pour un système de santé plus humain, soigner sans se nier soi, de Valérie Marchand, lu par Catherine Pajon. Préface d'Ilios Kotsou. Préface. Ces 2 dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement pour les plus vulnérables. Mais la crise du Covid a aussi mis en lumière l'importance des services publics, et parmi eux, les institutions de soins de santé. Nombre d'entre nous ont applaudi les soignantes et les soignants aux fenêtres, ont célébré le courage des infirmières et autres professionnels de la santé. Aujourd'hui, pourtant, l'hôpital public, ce bien commun à préserver, est en souffrance, à commencer par les travailleuses et travailleurs de ces institutions si nécessaires à une société en bonne santé. C'est un ouvrage simple, direct et précieux que nous propose Valérie Marchand. Elle nous partage avec authenticité son expérience de soignante. Elle nous rappelle les dangers de la déshumanisation du secteur, profondément liés au manque de moyens. Avec lucidité, elle diagnostique les maux qui frappent notre système de santé et montre comment ils contribuent au burn-out des soignantes et soignants et à la dégradation des soins. Elle nous rappelle combien travailler dans le domaine de la santé expose au stress et à ses conséquences dramatiques. Plus de la moitié des soignantes et soignants, nous rappelle-t-elle, rapportent ressentir de la fatigue émotionnelle et être au bord de l'épuisement professionnel, ce qui bien souvent les amène à osciller entre manque et burn-out de l'empathie. Avec rigueur et enthousiasme, en s'appuyant sur son expérience de la méditation et de ses effets bénéfiques, elle dessine les contours d'un système de santé plus global qui ne rendrait pas malades ces travailleuses et travailleurs. Elle nous dépeint comment des soignantes conscientes peuvent mettre leur présence attentive au service de l'autre, sans se négliger eux-mêmes. Il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices, disait Spinoza. Valérie nous montre que mettre de l'énergie pour prendre soin de la bonne santé, des patientes et des patients, mais aussi des soignantes et soignants et de tous les humains qui contribuent à faire vivre l'institution, peut être l'antidote à la vision réductrice et mécaniste qui gangrène nos systèmes hospitaliers. Scientifique de formation, professionnelle de la méditation de pleine conscience, elle partage ses pistes concrètes pour avoir toujours accès à ce qu'elle appelle notre pharmacie intérieure. Au-delà des constats, diagnostics et réflexions très pertinents qu'il apporte, l'ouvrage nous guide jusqu'à la dimension la plus pratique, en proposant un très beau parcours de méditation qui accompagnera pas à pas les soignantes et soignants sur un chemin de résilience intérieure. Je vous conseille vivement cet ouvrage, qui va de l'expérience intime à l'analyse des pratiques et qui dessine les contours d'un système de santé que nous appelons toutes et tous de nos vœux. Ilios Kotsou, PhD. Chapitre 1. Introduction. 1. Bienvenue. Peut-être que, comme vous, j'ai posé des questions, donné des conseils, appliqué des pansements, délivré des médicaments. Mais j'ai aussi livré à domicile, rempli des papiers, changé des ampoules, bu des cafés, souri, écouté des histoires de vie, tenu des mains, vu la douleur, côtoyé la mort, versé des larmes. Comme vous, j'ai accompli beaucoup de choses pendant l'exercice de mon métier. Certaines en faisaient partie, d'autres, a priori, non. En tout cas, on ne m'y avait pas pleinement préparé. Je suis professionnelle de santé et mon expérience m'a appris que prendre soin de la santé passe par quelque chose de bien plus profond que prendre soin d'un organe, délivrer des conseils et des médicaments. À travers ce livre, j'ai envie de vous emmener dans une aventure. Imaginez un nouveau monde de la santé. J'espère de tout cœur que ce livre pourra apporter des éléments de réponse à quelques questions et en suscitera de nouvelles. J'espère qu'ensemble, nous pourrons œuvrer à la construction d'un système de santé plus humain pour nous et les patients. Un système de santé où les valeurs qui nous animent et nous ont amenés à choisir nos métiers ont leur place. Un système de santé au service de la bonne santé de chacun. Un système de santé qui ne rend pas malade ses acteurs. 2. Pourquoi ce livre ? Les contraintes des méandres administratifs et les restrictions budgétaires qui se cumulent depuis de nombreuses années sont responsables de déremboursements, baisse des rémunérations, manque de matériel, de lits, de personnel et de temps pour exercer nos métiers. Ce travail à flux tendu était déjà intenable avant la pandémie de coronavirus,
et engendrer déprogrammation, travail à la chaîne, burn-out et arrêt de carrière. Les confinements ou mesures mises en place pour éviter l'explosion du système et désengorger des services déjà submergés ont au moins eu le mérite de faire la lumière sur l'état de notre système de soins. Je parle bien du système dans sa globalité, car cette crise de fond ne concerne plus uniquement l'hôpital ou les EHPAD. Elle a maintenant atteint le milieu libéral et touche tous les métiers du soin et de l'aide à la personne. Mon intention est de réfléchir à des questions qui me semblent récurrentes et cruciales. Pourquoi les professionnels de santé n'en peuvent-ils plus ? Pourquoi les patients ne se sentent-ils pas toujours pleinement accompagnés ? Soignant est-il synonyme de héros ? Comment aider les professionnels ? Comment les préparer à être résilients face à la souffrance et à la mort ? Reprendre pied dans un système de santé en souffrance est-il possible ? Comment redonner du sens aux soins ? Quelles connaissances et pratiques peuvent nous aider ? Pourquoi la pratique de la méditation de pleine conscience peut-elle changer la vie d'un professionnel de santé ? Comment démarrer cette pratique ? Les points abordés ci-dessous pourront apporter des éléments de réponse, mais aussi susciter de nouvelles réflexions. L'état des lieux. Comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là est essentiel, car pour avancer, il est nécessaire de savoir d'où nous partons. Imaginer un système de santé résilient. Faire le point sur les besoins des patients et des soignants, sur les multiples outils disponibles, nous permettra d'envisager une relation praticien-patient différente et la santé dans sa globalité. La place de la méditation de pleine conscience dans le soin. Un aperçu de mon expérience, des validations scientifiques, de l'impact de la pratique pour les soignants et la clarification de ce qu'elle est réellement, nous permettra d'envisager sa place dans notre parcours. Pratiquez la méditation. Vous pourrez expérimenter la pratique grâce à un petit programme offert à la fin du livre. Vous trouverez également la liste des formations disponibles en France pour les soignants. 3. Mon expérience du soin. La vie mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Coluche. Plusieurs pierres sont venues construire mon expérience. A. La naissance de la curiosité. Comment une spécialiste du médicament en arrive-t-elle à la méditation ? C'est à la fois surprenant et logique. Tout a commencé à la fin des années 90, au début de mes études de pharmacie. Lors d'un cours de pharmacologie, je découvre les effets placebo et nocebo. Dans les études randomisées en double aveugle, il y a 2 groupes. L'un reçoit le médicament que l'on teste et l'autre reçoit un placebo qui ne contient aucun principe actif. Ni les patients ni les personnes à leur contact ne savent qui reçoit l'un ou l'autre. La répartition se fait de façon aléatoire. Dans le groupe recevant le placebo, 30% des patients, en moyenne, réagissent comme s'ils avaient eu le médicament. Certains développent ces effets thérapeutiques et voient leur état de santé s'améliorer. C'est l'effet placebo. Certains développent les effets indésirables du médicament qu'ils pensent prendre. C'est l'effet nocebo. On m'explique alors que c'est le bruit de fond des études et que c'est ce que l'on constate dans le groupe recevant le médicament lorsque celui-ci n'a pas d'effet thérapeutique significatif. Moi, j'entends autre chose. Selon ce que nous savons, pensons, croyons, notre organisme a parfois la possibilité de développer une meilleure santé ou, au contraire, des troubles. J'entrevois même la possibilité d'accéder à ce que j'appelle alors notre pharmacie intérieure. Nous avons nos propres ressources et celles-ci me paraissent complémentaires aux outils médicaux dont nous disposons pour développer une meilleure santé. Je trouve cela tellement essentiel pour accompagner pleinement les patients que je décide d'explorer d'autres voies. Tout ce qui pourrait être complémentaire aux médicaments et m'aider à un meilleur accompagnement m'intéresse. J'expérimente alors de nombreuses pratiques de bien-être comme le yoga, le tai chi chuan, la sophrologie, etc., qui m'offrent un retour au corps. Je découvre le développement personnel et, ayant moi-même pas mal de problématiques à résoudre, je découvre également la psychologie et l'impact de notre état d'esprit sur la santé. Parallèlement à cela, je passe une maîtrise des sciences biologiques et médicales, qui me permet d'accéder au monde de la recherche scientifique.
Cela m'ouvre à la science médicale comme un domaine en constante évolution plutôt que dogmatique. J'en développe une grande curiosité, la capacité à lire les publications scientifiques, l'esprit critique et une remise en question régulière de mes acquis. Cela me permet également de vérifier par moi-même les connaissances scientifiques en lisant les études plutôt qu'en croyant aveuglément les interprétations, notamment celles des laboratoires qui ne sont pas neutres. Très vite, je me passionne pour la recherche neuroscientifique, qu'elle soit cognitive ou affective et sociale. Cette perception du lien corps-esprit me permet alors d'envisager la santé sous un nouvel angle. B. L'expérience de la souffrance. N'ayant pas tous la même éducation à l'entrée des études, nous n'avons pas tous développé les mêmes compétences psychosociales. Les compétences psychosociales sont les capacités qui nous permettent de communiquer efficacement, réguler les émotions, résoudre des problèmes, etc., afin de répondre aux exigences de la vie quotidienne de façon adaptée. Nous y reviendrons plus tard. Or, celles-ci sont le socle de notre savoir-être. Le savoir-être, la capacité à réagir ou agir de façon adaptée à l'environnement humain ou écologique. Ensuite, notre enseignement est principalement basé sur les savoirs et le savoir-faire, c'est-à-dire les connaissances et les techniques. Quid de la posture adaptée face à la douleur ou à la mort, de l'écoute, de la présence, de l'empathie, la communication, la psychologie positive, la compassion, l'humanité? Nous n'apprenons pas à entrer dans une relation équilibrée avec un patient. Une relation équilibrée nous permettrait d'être à la fois chaleureux et de ne pas souffrir de sa souffrance. Ma formation scientifique, et notamment dans le domaine de la recherche, a développé mon esprit d'observation et ma curiosité. Lors de mon année hospitalo-universitaire et lors de l'exercice de mon métier de pharmacien, j'ai pu observer les conséquences de cette absence de formation des soignants en savoir-être. Chez certains, je remarquais un manque d'écoute vis-à-vis des patients, une certaine froideur. Lorsque j'échangeais avec eux, ils me disaient qu'il fallait prendre de la distance et se protéger pour tenir le coup. Parfois, quelques-uns émettaient des jugements très durs selon le comportement de certains patients. J'ai entendu des phrases comme « c'est un drogué, ça ne sert à rien de parler avec lui ». De toute façon, il n'y a rien à faire, il boit. Je te laisse t'occuper de la chiante, moi je ne peux plus. Il peut crever la bouche ouverte, je ne m'occupe plus de lui, etc. Là encore, on me conseillait de me protéger, car je risquais d'être déçue et de m'être investie inutilement. Chez d'autres hypersensibles, au contraire, j'observais une implication telle qu'ils absorbaient les émotions des patients et ressortaient de leur journée de travail épuisés et démoralisés. Et parfois, j'en rencontrais certains qui semblaient être en équilibre dans leur exercice quotidien, empathiques, à l'écoute, chaleureux et capables de dire non à ce qui ne leur convenait pas sans s'énerver. Généralement, nous expérimentons et exerçons cela en nous jetant directement dans le grand bain lors de nos stages ou au début de notre exercice professionnel, sans préparation ou supervision. Or, nous le savons tous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même avec les meilleures intentions du monde, nous pouvons faire erreur et développer une posture de secours afin de nous protéger, comme cette froideur que j'ai pu observer. Sinon, c'est l'épuisement. Notre sensibilité et notre empathie, selon que nous ayons appris à les apprivoiser et selon la solidité de notre enracinement, peuvent être soit source de souffrance, soit source d'un accompagnement plus complet. Mais pour que cela soit une force, il est nécessaire d'avoir été formé ou d'avoir bénéficié d'une éducation bienveillante, ce qui est plutôt rare pour nos générations. Une éducation bienveillante favorise les capacités de l'enfant à exprimer ses émotions et ses besoins, les accueillant sans jugement. Elle n'identifie pas l'enfant à son comportement, ce qui lui permet d'accéder à son potentiel plutôt que de le restreindre à des étiquettes. Contrairement à certaines croyances erronées, il ne s'agit pas de laxisme, elle nécessite un cadre qui permet à la fois de sécuriser l'enfant et de lui apprendre ce qui est socialement acceptable. Cela lui permet de développer son individualité dans le respect d'autrui. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dans les premiers jours de mon stage hospitalier, sans préparation, on m'a poussé dans le grand bain. Lors de la visite avec de nombreux internes, externes, médecins et le chef de service,
je me suis retrouvée témoin de la mort d'une femme. Toute la scène a été d'une incommensurable inhumanité pour elle et pour moi qui arrivais à l'hôpital. Personne n'a regardé dans les yeux ou pris la main de cette femme qui mourait seule, entourée de tous ces inconnus gênés. Personne ne m'a écouté lorsque, du bout de la pièce, j'ai demandé s'il était possible de vérifier qu'elle ne s'étouffait pas avec un aliment. Son plateau repas était devant elle. En écrivant ces lignes, je me dis que peut-être avait-elle demandé à ne pas être réanimée. Je ne le saurai jamais. Le médecin a attendu, a constaté le décès et a passé le relais aux infirmières. À aucun moment nous n'avons débriefé sur ce qui venait de se passer. Nous sommes passés, sans transition, à la chambre suivante pour terminer la visite dans les temps. Durant l'année, ce type d'expérience s'est multiplié. Chaque jour, j'étais choquée, violentée par ce que je vivais. Lorsqu'à plus d'une dizaine nous entrions dans une chambre et que j'étais la seule à oser un regard et un bonjour. Lorsque le chef de service levait la chemise d'examen d'une personne sans son accord et exposait son intimité devant une dizaine de jeunes étudiants et son voisin de chambre. Lorsque les patients en fin de vie étaient relégués, faute de place en soins palliatifs, dans le fond du service de dermatologie, sans que personne sache quoi faire pour eux. Je me souviens de l'un d'eux, M. M., qui réclamait ses lunettes laissées à son arrivée dans un autre service. Je me souviens d'un commentaire fait devant lui. « Il délire, il a des métastases de cancer cérébral. » Ce jour-là, lorsque tout le monde est sorti, je suis restée. Je me suis assise près de lui et je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Sa réponse était simple. Cela faisait plusieurs jours qu'il réclamait ses lunettes pour pouvoir lire ou regarder la télé, et personne ne l'écoutait. Il savait qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre, et cela le rendait triste de le perdre à ruminer dans sa chambre. Il aurait préféré lire. En plus, il se sentait seul, et il comprenait bien qu'on l'évitait. Après avoir retrouvé ses lunettes, je suis passée par sa chambre chaque jour jusqu'à la fin. Et je me suis mise à faire de même avec d'autres personnes. Parfois, nous parlions de choses et d'autres. Parfois, je restais là, tout simplement. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir échanger sur cette situation avec l'une de mes enseignantes, devenue une amie, qui faisait partie d'une association d'accompagnement de fin de vie. Mais au bout d'un an, confrontée sans préparation à toute cette souffrance, cette inhumanité, le manque de moyens et de personnel, après avoir bien somatisé, troubles digestifs sévères, lésions cutanées, maux de tête, insomnie, je me suis effondrée. C'était en 2002, à l'époque, on ne parlait pas encore de burn-out en France. Mon médecin m'a diagnostiqué une grave dépression, nécessitant une cure de sommeil. L'exercice de mon métier m'avait rendue malade, un comble pour quelqu'un qui est censé soigner les autres. Par la suite, j'ai observé cette souffrance chez bon nombre de mes confrères et consoeurs pharmaciens, préparateurs, ainsi que chez tous les acteurs du parcours de soins, médecins, infirmières, aides-soignantes, etc. L'aboutissement était soit un retour sur le terrain avec une dépression chronique, soit un changement de carrière. C. Une vision globale. La qualité élargie. Après avoir surmonté ma dépression, je termine mes études par ma thèse sur la démarche qualité à l'Officine en 2004. La démarche qualité est une dynamique d'amélioration continue permettant la satisfaction de la clientèle et des acteurs de l'entreprise. Ce travail me permet de découvrir que la qualité naît de la prise en compte des besoins de chaque partenaire dans une entreprise. Donc, à l'officine, les patients, le titulaire de la pharmacie, chaque employé, les médecins, les infirmiers, les auxiliaires de vie, les fournisseurs, les laboratoires, les financeurs, etc. Je fais aisément le lien entre mon vécu à l'hôpital et la nécessité d'écouter à la fois mes besoins et ceux des autres pour exercer de manière plus saine et harmonieuse. Je découvre, ébahi, que prendre soin de moi n'est pas égoïste, mais fait partie d'un équilibre. Je choisis de travailler en ce sens dans mon quotidien. Pour moi, un système de santé permet de prendre soin des patients et des professionnels qui y œuvrent. Ce n'est pourtant pas ce que j'observe et expérimente dans mon exercice quotidien. Peut-être en partie parce que nous ne savons pas être à l'écoute de nos propres besoins. Peut-être parce que nous n'avons bénéficié ni d'une éducation bienveillante qui nous permet d'accueillir nos émotions et d'exprimer nos besoins,
ni d'une formation permettant d'activer nos compétences psychosociales. Heureusement, la solution à cette problématique se présente à moi rapidement. D. La méditation de pleine conscience. En 2005, 3 ans après mon burn-out, je découvre le livre qui change toute la perception que j'ai de moi-même, du monde et de la vie. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce livre me permet de prendre conscience de l'impact de mon mental et de mes ruminations. Je réalise que je suis déconnectée de mon corps et de ses messages. J'apprends que la méditation permet cette reconnexion nécessaire pour savoir quels sont mes besoins et retrouver du lien, de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Je réalise que la méditation n'est pas du tout ce que j'imaginais, mais quelque chose de simple et concret. Il s'agit de porter une attention pleine et entière à ce qui se déroule ici et maintenant. Les sens en éveil, sentir, respirer, faire le plein de vie, et non pas faire le vide. À partir de 2006, je médite régulièrement. J'ai le sentiment que cela impacte la qualité de mes relations avec les patients et les conseils que je leur propose. Écoute attentive et non jugeante, compassion, compréhension du besoin global s'invite. Je trouve la stabilité émotionnelle et le recul nécessaires pour faire face à la souffrance d'autrui et au stress, pour accompagner les patients sans épuisement. En effet, je travaille dans des quartiers où je côtoie misère, souffrance, solitude, mort. Et bien que revivant certaines situations similaires à mon expérience hospitalière, je ne m'effondre pas. J'ai le sentiment d'avoir apprivoisé mon hypersensibilité et que celle-ci est devenue une force. Je comprends avoir été dans une confusion émotionnelle, où je niais mes émotions et où j'absorbais celles des autres comme une éponge, en portant leurs souffrances sur mes épaules. Concernant mes propres émotions, je suis devenue capable de les accueillir et de les comprendre. Cela me permet de prendre vraiment soin de moi. Derrière chaque émotion se cache un besoin fondamental: sommeil, alimentation, sécurité, respect, compréhension, reconnaissance, réalisation, lien social, etc. Une émotion devient pour moi comme un messager venant frapper à ma porte pour m'apporter une information sur un besoin. Si j'ouvre, l'accueille pour l'écouter, ce messager n'a plus besoin de frapper et peut s'en aller. L'émotion accueillie s'apaise et je peux alors prendre soin du besoin manifesté. Concernant les émotions d'autrui, une transformation s'opère également. Je sens littéralement que ce que je perçois des autres par empathie ne m'appartient pas, mais m'aide à les comprendre globalement. Je peux être chaleureuse sans absorber leur souffrance. Je découvre la compassion et celle-ci me porte, me donne force et énergie. Mon expérience personnelle, couplée à la constatation de l'épuisement grandissant des professionnels de santé, m'amène en 2019, au cours de mon DU de pleine conscience au Centre Pierre-Janet, à en faire mon sujet de recherche. Le Centre Pierre-Janet fait partie de l'Université de Lorraine. Fondé par Cyril Tarquinio, il comporte un pôle recherche, un pôle consultation et un pôle formation innovant. Au cours de ce travail, mon intention est de répondre à une question. Mon expérience est-elle personnelle ou se passe-t-il quelque chose pour les professionnels de santé qui méditent? Ce que je découvre alors, je ne peux le garder pour moi. Chapitre 2. État des lieux. On ne peut quitter un lieu où l'on n'a jamais accepté d'arriver. De la même manière, on ne peut se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître. Christophe André. L'intention ici n'est pas de s'apitoyer, mais de comprendre. Il existe dans notre système de santé quelque chose de merveilleux. Chacun a accès aux soins avec une prise en charge solidaire de la plupart des frais. C'est précieux, et nous en prenons d'autant plus conscience lorsque nous observons certains pays qui n'ont pas cette chance. Toutefois, il est évident que pour les acteurs de ce système de santé, quelque chose ne va plus. Un dysfonctionnement, une défaillance, impactent la santé des soignants et, par ricochet, celle des patients. Comment prendre soin d'autrui lorsque nous-mêmes nous n'allons pas bien? Pour avancer, progresser, il est essentiel de faire le point et de mettre des mots sur ce que nous vivons et ressentons. 1.
Le contexte, au cœur du soin actuel. A. Le stress au travail. Un aperçu général des risques psychosociaux. Les chiffres dont je vous parlerai dans ce chapitre sont antérieurs à la pandémie que nous traversons. Les nouvelles évaluations ne sont pas encore disponibles, mais il est évident que la situation s'est aggravée. Toutefois, vous pourrez constater que le problème du stress au travail est un enjeu de santé publique depuis bien longtemps. Normalement, le stress est un ensemble de réactions de l'organisme qui nous permet de réagir en situation de danger ou d'inconnu. Il est naturel et vital. Selon l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, dans le champ du travail, nous parlons de stress lorsque nous ressentons un déséquilibre entre ce qui nous est demandé et les ressources dont nous disposons pour y répondre. Lorsqu'il se répète quasi quotidiennement, il devient chronique et dangereux. Le stress chronique est un véritable fléau. Il serait à l'origine de 75 à 90% des consultations médicales. Il touche 55% des salariés français et serait responsable de 50 à 60% des journées de travail perdues. Les principaux facteurs de stress seraient la nécessité de s'adapter en permanence, la surcharge cognitive, trop d'informations à traiter, le manque de temps et de moyens, le manque d'autonomie dans les décisions, les objectifs difficiles à atteindre, le manque de soutien moral, le manque de sens ou l'incompatibilité aux valeurs. De simples troubles physiques lorsqu'il est occasionnel, nous passons à la pathologie lorsqu'il devient chronique. Ces impacts sont nombreux. Ils participent aussi bien à préparer le terrain qu'au déclenchement et à l'aggravation de maladies. Troubles physiques, céphalée, douleurs musculo-squelettiques, diabète, hypertension artérielle, insomnie, troubles de l'appétit, immunité réduite, dépression, etc. Troubles émotionnels, amygdale perturbée, anxiété, mal-être, asthénie, tristesse, etc. Troubles cognitifs, mort neuronale, biais de négativité, renforcés, fonction cognitive flexible, rigidité, attention, erreur, oubli, accident, fonction exécutive, altération des capacités permettant organisation, inhibition, auto-évaluation, compréhension, résolution, empathie, hippocampe, perturbation des apprentissages, etc. Troubles du comportement, irritabilité, passivité, addiction, isolement, etc. Impact génétique, inhibition des gènes de régulation de la réponse au stress, réduction des télomères, etc. En France, il coûtait déjà 3 milliards d'euros en 2007. Mais les conséquences sont abyssales sur le plan économique, car elles sont difficiles à évaluer du fait des impacts cachés, notamment en termes de présentéisme, qui serait une forme de détresse psychologique se traduisant par une présence sur le lieu de travail sans pouvoir accomplir les tâches quotidiennes de façon efficace. Le stress chronique est source d'erreurs, d'oublis et d'accidents. Selon l'AIS, il cause de 60 à 80% des accidents de travail. Sur le plan social, il dégrade les relations entre collègues, mais aussi avec l'entourage familial, amical et toutes les relations en dehors du cadre du travail. Un véritable cercle vicieux lorsque l'on sait que parmi les ressources permettant de faire face au stress, notre entourage social professionnel et personnel nous permet de trouver du soutien. Selon le rapport Nasse-Légeron, 2008, les risques psychosociaux sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions de travail, bruit, écran, matériel, sécurité, etc., les facteurs organisationnels, horaires, répartition, etc., et relationnels, harcèlement, discrimination, etc. En France, il existe un cadre réglementaire. En 2008, nous avons intégré les accords européens, 2004, sur le stress, par l'accord national interprofessionnel. L'intention est de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter, prévenir et traiter les situations de stress au travail. L'employeur a pour sa part l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
Code du travail, article L 4121-1 à L 4121-5. Concrètement, il existe 3 niveaux d'intervention. La prévention primaire. Elle est idéale, car on évite les problèmes avant qu'ils ne se posent, et donc d'impacter la santé des salariés. Elle correspond à l'ensemble des actions permettant d'identifier et éliminer les facteurs de risque avant que les situations ne se produisent. Par exemple, adapter l'environnement de travail en termes d'isolation sonore, mettre à disposition une tenue et du matériel de sécurité, former le personnel pour les compétences attendues. La prévention secondaire. Corrective, elle intervient sur les facteurs détectés. Elle vise à limiter les conséquences pour les personnes présentant déjà des symptômes. Par exemple, il peut s'agir de déployer un programme de régulation du stress au sein de l'entreprise. La prévention tertiaire. Elle consiste à intervenir en urgence pour des personnes déjà atteintes, afin d'éviter l'aggravation de leur état et de leur permettre la reprise du travail. Ce niveau est insuffisant, sauf s'il s'accompagne d'une prise de conscience et d'une réflexion pour l'entreprise. Par exemple, veiller à un accompagnement adéquat avec un thérapeute et proposer des aménagements de poste afin de favoriser le retour d'un salarié en arrêt maladie. B. La santé des soignants, un enjeu de santé publique. Voici quelques chiffres pour comprendre à quel point le domaine de la santé est vaste et le nombre de professionnels touchés est important. En France, selon la Drees et l'INSEE, il y a environ 353 000 personnes exerçant une profession médicale, 226 859 médecins, 73 782 pharmaciens, 42 525 chirurgiens dentistes, 22 941 sages-femmes, 1 550 000 personnes exerçant une profession paramédicale, 722 572 infirmiers, 250 000 aides-soignants, 77 800 masseurs kinésithérapeutes, 63 000 préparateurs, 60 000 auxiliaires de puériculture, 59 000 ambulanciers, 37 428 manipulateurs radio, 26 336 orthophonistes, 14 548 ergothérapeutes, etc. De nombreuses personnes exerçant des métiers de soins et d'aide à la personne, 78 197 psychologues, 350 000 agents de services hospitaliers, etc. La première publication scientifique que j'ai lue lors de mon travail de recherche prend en compte 21 études épidémiologiques présentant un échantillon hétérogène de 7 996 infirmières et infirmiers travaillant dans différents services de santé dans le monde. Elle révèle que les taux de prévalence de la fatigue émotionnelle et de l'épuisement professionnel sont respectivement de 53% et 54%. Ma seconde lecture est un article du Quotidien du médecin de septembre 2018, signalant 3000 appels téléphoniques de demande d'aide à l'association Soins aux professionnels de santé en seulement 2 ans en France. Travailler dans le domaine de la santé expose particulièrement au stress et à ses conséquences. Cela ne fait que me confirmer l'ampleur de ce mal et l'urgence de se pencher sur la question de la santé et du bien-être des soignants. C'est là que ma motivation de professionnel de santé engagé se réveille, avec, dans un coin de mon esprit, cette pensée qui me traverse. C'est tout de même un comble de devoir soigner ceux qui soignent, car les conditions d'exercice de leur métier les fragilisent. L'ampleur que cela prend avec la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de coronavirus est abyssale. Si l'on revient un instant sur notre définition des risques psychosociaux et aux obligations de prévention et de traitement des facteurs de stress, nous pouvons constater que les professionnels de santé ont été exposés à des risques matériels, faible rémunération, mise en danger de leur santé et de celle des patients par manque de masques, de respirateurs, de lits, etc. Des risques organisationnels, informations et directives contradictoires, changements de protocoles fréquents, sous-effectifs, heures supplémentaires, etc. Des risques relationnels, manque de contact avec les proches, patients mourant seuls, etc. Si certains manquements étaient évitables, je ne sais pas s'ils l'étaient tous, étant donné la nouveauté de la situation. Toutefois,
J'espère de tout cœur que des erreurs seront tirées des apprentissages permettant d'accompagner la résilience des soignants et d'éviter de futures situations similaires. Malheureusement, ce n'est pas ce que je constate pour l'instant, mais nous y reviendrons. 2. Les témoignages de soignants, au cœur du quotidien. Les chiffres sont alarmants. Mais nous ne sommes pas des chiffres. Nous sommes Antoine, Marion, Anna, Christine, Olivia, Pascal, Valérie, peut-être vous. Voici quelques témoignages pour comprendre le quotidien des professionnels de santé et, si vous êtes soignant vous-même, sentir que vous n'êtes pas seul. Ce n'est évidemment qu'un échantillon de ce que j'entends dans mon quotidien. J'ai accompagné de nombreux professionnels de santé grâce à des conférences, des ateliers ou des formations. Notamment des dentistes en Moselle, qui me parlaient d'épuisement face à la lourdeur des charges et des contraintes. J'interviens pour le DU d'accompagnement à la parentalité pour les pédiatres à la faculté de médecine de la Sorbonne, qui sont bouleversés par la souffrance des enfants et la détresse de leurs familles. J'ai entendu la peine ressentie par les psychologues que j'ai formés au centre Pierre-Janet lorsqu'ils suivent des enfants dépressifs, porteurs de handicap, extraits de leur famille des suites de procédures judiciaires pour violence. J'accompagne également individuellement des soignants qui, après une dépression, souhaitent prendre soin d'eux-mêmes et retrouver du sens dans leur profession. Les témoignages pourraient être infinis. J'ai donc choisi d'interroger ceux de mon entourage, mes anciens collègues, ceux rencontrés dans mon quotidien. Je les ai contactés sans attente particulière. Mais plus je récoltais les témoignages et plus je sentais que mon travail était justifié. Je remarquais que tous souffraient du système actuel depuis longtemps. Bon nombre d'entre eux se réorientaient, notamment ceux qui passaient par une démarche de développement personnel, que ce soit par la méditation ou d'autres biais. Ceux-ci faisaient souvent suite à un burn-out. Je les remercie de tout cœur pour leur partage si touchant. C'était avant le premier confinement. J'ai tenu à les conserver afin de bien montrer à quel point les problématiques soulevées sont anciennes et ne sont pas dues à une situation exceptionnelle. Mon questionnaire, très simple, est inspiré du questionnaire Satin, dans le sens où il tient compte de multiples facteurs. Horaire de travail, santé, contraintes physiques, contraintes attentionnelles, contraintes émotionnelles, risques, responsabilités, environnement de travail, intérêts, relations hiérarchiques, stress, formation, évolution, rémunération, valeurs et motivation. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Exercez-vous toujours votre métier ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.